Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro des Rendez-vous de l'info, votre magazine sur KTV qui vous est proposé tous les samedis et tous les dimanches soirs à 19 h. Un rendez-vous dans lequel nous vous proposons de revenir sur l'actualité de la semaine, des sujets traités dans notre journal télévisé, traités dans notre page Facebook, mais également dans le journal France Matin. La différence, ça sera que nous sommes en compagnie d'un invité. Je vous propose tout de suite de le retrouver. Je viens de retrouver notre invité. Il s'agit de M. El Mahmoud Mohamed Nassur, qui est chargé de mission sur l'avenir des caddies et porte-parole de ces derniers, les caddies. El Mahmoud, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci de m'avoir invité, de m'avoir donné cet honneur de venir faire cette émission sur le retour de l'info. Les rendez-vous de l'info, je vous le disais tout à l'heure, c'est en fait un retour sur l'actualité de la semaine, des sujets qui ont été présentés, donc des sujets que vous connaissez sûrement ou alors que vous allez découvrir en compagnie de nos téléspectateurs. Alors aujourd'hui, je vais commencer par un sujet qui est assez, c'est assez piquant parce qu'on parle d'éducation. Et en ce moment, on est en plein dans les grèves à Mayotte. Comme vous le savez, les écoles du premier degré sont touchées par ce dispositif en fait, des rythmes scolaires qui ont suscité beaucoup de contestations, que ce soit du côté des syndicats enseignants ou du côté des parents. Donc là, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on ne sait plus trop. Donc le préfet, la vice-rectrice se sont investis dans ce dossier, mais on ne sait pas pour l'instant ce que ça va donner. Donc je propose de regarder ce reportage qui en dit quand même beaucoup sur la situation actuellement à Mayotte. À peine rentrés en classe et à peine repartis. Ce matin, à l'école annexe de Mamoudzou, les écoliers ont bien répondu présents. Mais la rentrée fut de courte durée. Malgré une sortie de crise négociée samedi en présence des représentants de l'intersyndicale, du préfet et de la vice-recteur, les parents d'élèves n'acceptent toujours pas de lâcher prise. Comme l'ont recommandé les représentants syndicaux, ils attendent que des conseils d'école soient organisés dans les établissements. Cet après-midi, on n'amène pas des enfants. On n'amène pas ces enfants parce que jusqu'à maintenant, on n'a aucune nouvelle. On attend la réunion d'ici mercredi avec le directeur, le conseil d'école en fait. Les parents avec le directeur, avec la mairie pour savoir, retourner à l'ancien rythme, c'est-à-dire 7 h midi. Ces conseils d'école devraient se tenir à la demande des parents dans le courant de la semaine. Ils décideront alors de la suite à donner à leur mouvement. Pour les représentants syndicaux, même si les promesses du préfet visant à faire l'inventaire des problèmes à résoudre sont alléchantes, la prudence est de mise, pas question d'accorder sa confiance trop vite. L'objectif est de pousser les directeurs d'école, de convoquer un conseil d'école extraordinaire où se retrouveraient les parents, les maires et les enseignants pour faire une proposition en termes d'organisation horaire. Nous leur encourageons d'ailleurs vivement à proposer le retour aux heures avant les rythmes scolaires, c'est-à-dire 7 h midi, un quart ou midi et demi, 17 h 45 s'il y a des rotations. C'est donc une journée de rentrée en demi-teinte qui s'achève aujourd'hui. La trêve accordée reste fragile car le conflit pourrait repartir dans les prochains jours. On vient de voir ces parents d'élèves remonter. Ils ne sont pas prêts d'accepter les décisions qui sont prises plus haut concernant leurs enfants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, El Mahmoud ? Le rythme scolaire, dans le principe, parce que je dirais même que c'est une idéologie de la gauche qui voudrait que les couches les plus basses de la société puissent avoir les mêmes chances de réussite que les couches qui sont les plus classes sociales qui sont les plus élevées. Mais c'est bien. Mais dans la réalité, ce n'est pas possible concernant Mayotte surtout, parce que Mayotte est concernée par une autre priorité, c'est celle déjà de donner la structure de l'éducation, l'organisation de l'éducation telle qu'il doit être. Or, aujourd'hui, nous manquons de classes, nous manquons de professeurs, nous manquons de la logistique qu'il faut pour pouvoir en principe supporter ce rythme scolaire. Donc, fondamentalement,
cela ne peut qu'avoir de l'opposition de la part des parents parce que vous savez, surtout les femmes mahoraises qui sont extrêmement sensibles à l'éducation de leurs enfants, elles ne sont pas prêtes à avoir leurs enfants qu'on appelle déjà se trouver dans des conditions extrêmement difficiles d'enseignement. Il faudrait que l'on apporte d'abord les réponses structurelles, parce que c'est un problème d'abord structurel ici, et ensuite réfléchir sur le contenu pédagogique, parce que les périscolaires c'est beau, mais il faut en principe là-dedans mettre aussi un contenu pédagogique. Nous, les cadis, nous sommes en train de réfléchir sur un référentiel pédagogique, sur lequel d'ailleurs nous appelons aussi bien les enseignants que d'autres personnalités morales et autorités à se joindre à nous pour en principe produire un référentiel pédagogique qui peut permettre effectivement aux enfants d'améliorer leurs conditions d'enseignement et d'avoir une structure de formation ici qui soit adaptée. Donc à chacun son rythme. C'est pas parce que ça marche peut-être dans la France métropolitaine, ou d'ailleurs ce n'est pas si réel que ça, parce qu'il y a un certain nombre de communes, des mairies qui ont arrêté, qui refusent ce rythme scolaire dans l'État, mais dans le territoire d'outre-mer, n'est-ce pas, donc les départements d'outre-mer, fondamentalement, chacun son rythme. Mais j'ai l'impression quand même, El Mamoun, que le problème reste toujours le même. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, au niveau de tout ce qui est éducation, les parents ne sont pas contents, les enseignants sont en grève. Est-ce que c'est une façon de montrer que à Mayotte, même s'il y a la volonté de faire évoluer les choses, tous les ans, on reprend les mêmes et on recommence? En réalité, aussi bien les autorités locales, les autorités donc de l'État, les opérateurs, les acteurs, ils attendent toujours à être un petit peu surpris pour en principe réagir, alors que le problème doit être pris suffisamment en avance pour en principe en discuter. Nous avons discuté, évoqué ce problème avec le ministre du temps, le ministre de l'Outre-mer, à qui nous avons suggéré effectivement d'orienter cet aspect donc, de rythme scolaire suffisamment en avance pour que finalement les Mahorais ne soient pas surpris. Et c'est là où il a proposé à ce que les cadis soient associés à la réflexion sur le document stratégique à l'horizon 2025. Donc vous voyez que nous anticipons. Mais finalement, qu'est-ce qui a fait que nous ne soyons pas finalement arrivés? Parce qu'en fait, c'est tous les jours que nous en parlons. Nous en avons parlé avec le préfet, aussi bien avec le secrétaire général qui est là. La seule personne avec qui on n'a pas discuté, c'est bien sûr le vice-recteur qui vient d'arriver, qu'on n'a pas rencontré. Mais nous sommes sensibilisés et nous avons mis en place une commission au sein de l'équipe de Cadi pour réfléchir sur ce référentiel-là. Parce que c'est important. On ne peut pas parler de périscolaire à Mayotte comme si on était dans un pays qui était développé, la métropole. Non. Ici, il y a des étapes. On a une organisation d'une société qu'on doit prendre en charge pour que cela participe, n'est-ce pas, donc à l'amélioration effectivement de la personnalité du citoyen de demain que nous sommes en train de former à travers l'éducation et à travers les structures d'éducation que nous sommes en train de mettre en place. Donc là, vous évoquez le fait que les personnes en fait, qui sont en haut, qui prennent ces décisions, ne sont pas forcément, n'ont pas une position qui est sur le même niveau que ce qui se passe réellement sur le terrain. Mais c'est pas aussi un problème de responsabilité pour nous, les Mahorais, entre guillemets, de prendre ce genre de sujet à bras-le-corps et de se dire, tiens, nous, on va... qu'est-ce qui se passe? Parce que là, vous avez parlé de la tête de cochon, l'histoire de la tête de cochon. Vous êtes allé vous rencontrer le ministre. Donc vous êtes allé vraiment dans les plus hautes sphères de l'État. Et comment se fait-il que pour d'autres sujets, ce soit tout le temps répétitif, on n'a jamais de solution? Je pense qu'en fait, ce n'est pas une question de manque de volonté de la part des autorités locales que nous avons, ou peut-être même des fonctionnaires de l'État qu'on nous envoie. Mais on a l'impression que lorsqu'on arrive à Mayotte, on est plutôt attiré par la beauté naturelle de cette île, si bien qu'on oublie parfois les responsabilités qui sont les nôtres. Et surtout, en principe, les fonctionnaires de l'État qui arrivent, ce que nous avons dit à Paris, les fonctionnaires de l'État qui arrivent ici ont un double rôle. Le premier, c'est effectivement la mission à laquelle ils sont destinés, de la réaliser dans le grand professionnalisme qu'il faut. Mais le deuxième, qui est essentiel, le rôle qui est essentiel pour eux, c'est la pédagogie. Nous sommes ici dans une société qui vient à peine de rentrer donc au sein des départements. Mais donc, ça se prépare, la départementation. Justement, j'y viens. C'est pour cela que j'en parle.
Donc nous avons besoin ici, n'est-ce pas, donc de cet accompagnement-là. Un préfet qui arrive, un enseignant qui arrive, c'est pas quelqu'un qui doit tout simplement être attaché à exécuter des missions, mais c'est quelqu'un qui doit aussi sentir cette société-là et en principe donc l'accompagner. Il y a, et cela, je le dis très fortement, je l'ai toujours dit, le préfet qui arrive a un rôle premier de pédagogie, d'accompagnement. Il ne s'agit pas de dire la loi c'est la loi. Il s'agit de voir, est-ce que c'est toi-là, est-ce cette décision-là qui est bonne, est-ce que vraiment elle est adaptée, est-ce que c'est la méthode qu'il faut en principe. Il faut avoir cette capacité, n'est-ce pas, d'être pragmatique, d'être pratique et de rechercher des solutions qui sont adaptées. Vous savez qu'en fait, il y a un grand économiste français, Schumpeter, qui est spécialiste donc, dans l'innovation, qui disait que les lois sont faites pour être transgressées. Carrément. Carrément transgressé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Schumpeter. Mais quand on transgresse la loi, mais ici, on va au pénal, on va devant les tribunaux, donc. N'est-ce pas? Mais en fait, ça signifie quoi? Moi, quand je pose cette problématique de cette manière-là, ça veut dire qu'en fait, qu'il faut réfléchir à la faisabilité, à la concrétisation possible de nos idées et des lois des décisions que nous prenons. Est-ce que vraiment les conditions environnementales, les conditions sociétales qui sont réunies sied à cette décision-là? Si ce n'est pas ça, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour que finalement il y ait une certaine recevabilité de cette loi ou de cette décision-là? Voilà ce que je dis. Donc en fait, il y a eu ici un manquement de responsabilité, vous l'avez dit, dans la mesure où, je ne dis pas que ces fonctionnaires ne font pas leur travail, mais ils ont manqué cette dimension de pédagogie qui fait que ce sont les Mahorais qui sont doigtés comme étant responsables. Alors que malheureusement, bon, nous avons été pendant longtemps qu'on appelle déjà habitués à être assistés, que les choses soient décidées par la préfecture. Mais c'est à peine que l'exécutif, c'est depuis 2004 que l'exécutif qu'on appelle déjà est transféré au nous avons des général. élus sur le. Oui. Nous avons des élus à Mayotte. Ils ont aussi leur mot à dire. Ils ont aussi des décisions. Enfin, ils peuvent aussi faire pencher les décisions dans un sens ou dans un autre. Donc moi, en fait, ce que je ressens là dans votre discours, c'est que tant que les uns et les autres ne prendront pas leurs responsabilités, cette situation, elle va être là, elle va pas bouger et on sera encore dans des... Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a des années et des années que ce problème de l'éducation à Mayotte pose problème. Tout à fait. Donc au même titre, donc là, je rebondis sur un autre sujet dans le même sens. Par exemple, on a parlé d'égalité des chances pour avoir une éducation. On voit qu'à Mayotte, on parle déjà des écoles, déjà que ça ne tourne pas très bien. Il y a des jeunes, des enfants qui sont encore plus pénalisés. Je parle des enfants qui sont en situation de handicap. Donc une maman est en train de batailler, est en train de faire tout ce qu'il faut pour faire scolariser son enfant. Et on se rend compte que là, elle est ballottée à droite et à gauche. Il n'y a pas de solution. Donc je vous laisse regarder ce reportage, on en rediscute juste après. Depuis plusieurs mois, Abdoulaziz Fatima entreprend des démarches afin de scolariser son enfant en situation de handicap. Moussa a été scolarisé l'année dernière à Tsunzu. En fin d'année, Fatima doit trouver une solution. Son enfant doit être dirigé vers une structure pour personnes handicapées. Elle est confrontée à un véritable parcours de combattant. Le petit Moussa n'est toujours pas inscrit à l'école, au grand désespoir de sa mère qui, après avoir démarché la MPH et l'association Toi aussi, ne sait plus à quel sens se vouer. Viajana viajabili sifanya barua mtambulan fanya barua ni vile airis sifanya barua tilbele airis ono lijabu la moja lisija tujuru ambao kawaspara plasi kasina plasi ambao watorenga malaisiani. Difficile d'élever un enfant seul et encore plus s'il est handicapé. L'évolution en faveur des personnes handicapées se fait lentement. Trop pour des familles qui vivent dans une situation de précarité et ne bénéficient d'aucun accompagnement.
wao kawasina place mwanamta unara kabelewa afanywa decision abelewa mba asenda ayome ono tiji ayome tiji habi ono mwanamta ni decision itolo mba asenda ayome har kaisi tamorevani pajama maisha yo mwana kamba msomo mwana wakati kamba akalazimu ikamba paramana pabelewa paramana pameso paramana pabimrondo ono ajabaki tuta mwana pabili kasimpara wala Muhammad yeti maisha. La maman de Moussa déplore la situation dans laquelle se trouve son enfant. Elle continue à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour que son enfant suive une scolarité malgré son handicap. De son côté, la maison des handicapés indique avoir reçu le dossier du jeune. La dame n'aurait pas précisé qu'elle cherchait une école. En attendant, les besoins en matière de suivi des personnes handicapées sont énormes sur le territoire et seul Dieu sait dans combien de temps cela évoluera. Donc c'est une situation quand même délicate, c'est quand même, cette maman elle est désespérée, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, qu'est-ce que les autorités peut-être, est-ce qu'au moins il y a une solution? Vous pensez qu'il y a une solution? Mayotte est au début donc de son développement dans le département et dans le droit commun. Il y a encore beaucoup de choses qui manquent. Les efforts des hommes politiques sont immenses, mais ils n'ont pas été préparés à certaines choses, même s'ils le connaissent, mais il n'y a pas le dispositif. Donc pour ce jeune maman, bon, c'est arrivé effectivement et c'est déplorable qu'on ne trouve pas une solution tout de suite ici en place parce que les dispositifs n'existent pas. Parce que, effectivement, exactement comme le rythme scolaire, les dispositifs, les équipements, les structures qu'il faut pour accompagner cela, il n'y en a pas. Donc en fait, ce jeune homme relève d'une disposition qui n'existe pas à Mayotte et qui peut être en principe trouvée à La Réunion, qui peut être trouvée en métropole. Et là, c'est là où les autorités locales, les autorités de l'État qui sont là, doivent se saisir non seulement donc de ce dossier-là pour donner une réponse spécifique à cette maman, mais aussi réfléchir déjà, anticiper à cette problématique qui s'installe, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas seulement que cette maman-là, il n'y a pas seulement que cet enfant-là qui est concerné par ce type de problématique. C'est pour cela que nous devons tous mutualiser nos expériences, nos connaissances, nos savoirs pour venir en réponse à des situations comme celle-là. Parce que si rien n'est fait, ce jeune garçon, comme tant d'autres j'imagine, sont condamnés à l'échec scolaire. Et ça, je pense que, au titre de la République, c'est pas des choses qui sont forcément, comment dire ça. On n'a pas, la République doit faire en sorte pour que tous les enfants aient accès à l'éducation de manière égale. Donc, justement, on parlait de la Réunion tout à l'heure. Donc, on a eu également dans nos journaux de cette semaine l'exemple d'un jeune Mahorais qui évolue à la Réunion. Donc, il a eu son bac avec mention. Donc, lui est en situation de handicap et pourtant tout se passe bien à la Réunion. Tous les dispositifs sont mis en place pour lui faciliter l'accès à l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une réponse exactement de ce que je disais tout à l'heure. Les dispositifs existants, fondamentalement, la personne, n'est-ce pas, donc en bénéficie et peut évoluer. Donc il faut avoir les dispositifs ici, sinon pour le moment mutualiser entre donc les départements pour donner déjà donc des réponses actuellement donc qui sont en urgence par là ou par le département qui est le plus proche. On écoute ce jeune homme, monsieur Ahmed Shamsi Saïd, qui a 21 ans. Il était au micro de nos journalistes de KTV. Il y a aussi l'allocation adulte handicapé. Je crois qu'ici aussi il y a, mais c'est pas le même, on ne reçoit pas le même revenu. Il y a aussi la PCH qui permet à la personne de payer un aide ménagère. Mais il faut aussi que ces gens-là, les politiciens, parce que là, on ne parle plus en termes de personnes, on parle de politiciens. Parce que c'est eux qui nous représentent à Paris, c'est eux qui nous représentent dans les assemblées nationales, c'est eux qui nous représentent là-bas. C'est à eux de se lever, de dire, on a besoin de ça pour nos jeunes. Ainsi, pour tous les départements français, les personnes handicapées bénéficient d'une réduction d'impôts, de l'accès au logement, la carte de stationnement, d'une allocation aux personnes handicapées, d'une aide ménagère. Chaque année, les projets présentés par les élus n'abordent pas la question du quotidien des personnes handicapées, mais elles continuent à s'accrocher à la vie et se battent pour mener une vie normale. Autre sujet évoqué dans l'actualité cette semaine, cette enquête de l'INSEE concernant les entreprises mahoraises. El Mamoun, en avez-vous entendu parler?
Oui, de façon assez générale, hein. Bon, pas dans les détails, mais je comprends que bon, il s'agit ici d'identifier donc en fait les entreprises intervenant ou agissant donc dans Mayotte de façon donc à pouvoir définir une certaine politique de financement ou d'accompagnement donc de celle-ci pour en principe qu'elle se trouve dans des conditions de normes de la même manière qu'au niveau national. Mais encore une fois, je crois comprendre, sans avoir eu à discuter avec les entrepreneurs, qu'ils n'ont pas été avertis et que bon, c'est cette initiative certainement intéressante dans les objectifs qui sont définis, mais c'est venu encore de façon brutale et en plus il y a le bâton derrière. S'ils ne répondaient pas, ils peuvent en principe être sanctionnés. Donc en fait, encore une fois, je pense qu'en fait il n'y a pas assez de préparation. Cette enquête, en fait, El Mamoun, elle concerne 1700 entreprises, donc à qui on va envoyer des formulaires, des questionnaires qu'elles doivent remplir. Et comme vous dites, si elles ne répondent pas, elles seront sanctionnées. Donc en fait, cette enquête vise à évaluer, entre autres, le PIB. Donc le PIB, qu'est-ce que c'est? Kamar, ce matin, nous en parlait dans le Faux Journal. On l'écoute. Pour calculer le PIB. Oui, le PIB. Mais attendez, mais INSEE vient d'arriver dans ce pays. Mais chez nous, il n'y a jamais de PIB. Chez nous, le PIB, on ne connaît pas. Ça n'a rien à voir. Chez nous, le PIB, on ne connaît pas. Nous, chez nous, dès que ça rentre, on mange. On est des vrais tevenous. Hein. Oh non. Ah oui, on déclare rien. Dès que ça rentre, on se met là, on vend nos salades toute la journée. Dès qu'il y a un petit 5 €, je rentre à la boulangerie, j'achète mon pain, je mange. Donc, qui va aller déclarer quelque chose? Les gens qui vendent ici. Donc, ils vont arriver. Mais excusez-nous, l'Europe, franchement, ces mecs-là, ils n'ont pas de PIB. Ils ont plutôt un RIB. Ils ont plutôt des RIB. Des revenus inférieurs baobab. Ah ouais. Patrick. Oui, Kamar, oui, les entreprises maoraises ont des RIB, des RIB, c'est normal. Alors, El Mamoun, ça c'est l'analyse que nous a faite Kamar, mais je vous propose d'écouter la vraie version, l'officielle, la version officielle, celle que nous donne Monsieur Jamel Mekawi, le chef du service régional de l'INSEE. On a deux obligations statistiques importantes. Fournir annuellement les résultats de l'emploi au sens du BIT, ce qu'on a fait par ailleurs au mois de juillet dernier, et faire une comptabilité, donc fournir le PIB, plus simplement. Donc, cette donnée majeure va être produite, elle est déjà produite, et elle va être fiabilisée par le dispositif enquête entreprise. Et c'est vrai qu'on l'a donc découvert, depuis 2009, il n'y a pas eu d'enquête sur le PIB notamment de Mayotte. Oui, on n'a pas diffusé le PIB depuis 2009, on devrait réparer cette erreur assez rapidement, en diffusant le PIB 2011 d'ici la fin de l'année. C'est quand même très important de savoir à peu près cette valeur pour un territoire qui est en développement, qui cherche des subventions. Pourquoi on a oublié? Ah, on n'a pas oublié, non, pas du tout. Comme je l'ai dit, on manque de statistiques fiables et du coup la construction du dispositif est un peu plus complexe qu'elle ne l'est par ailleurs. Mais une fois qu'on sera en rythme de croisière, hein, c'est un petit peu comme pour tous nos dispositifs, on sera en mesure de réactualiser ces données chaque année. El Mamoun, on voit que cette enquête est importante et primordiale même pour les entreprises maoraises si elles veulent se développer, parce que justement au titre de cette enquête, les enjeux sont quand même assez importants parce que les résultats de cette enquête vont déterminer également la masse financière, la masse qui va être envoyée de l'Europe pour voir au développement de Mayotte de ces entreprises des millions et des millions d'euros. Quel accompagnement vont-elles avoir pour répondre à ce questionnaire? Est-ce qu'elles se rendent compte des enjeux? Est-ce que la campagne est suffisante pour que les Mahorais puissent répondre à ces obligations? La campagne, c'est clair, n'est pas suffisante parce que je suis convaincu que les entrepreneurs n'ont pas été préparés à cette enquête-là alors qu'il y a une importance capitale. Là, encore une fois, on va, à travers les entreprises qui ont été surprises par une enquête d'une importance capitale pour les allocations justement donc de ces fonds européens en soutien aux investissements locaux, on va
encore sanctionner l'île qui n'a pas besoin d'être sanctionnée parce que les gens n'ont pas été suffisamment anticipé pour permettre à ce que les entrepreneurs, n'est-ce pas, donc soient à l'information à l'heure où ils veulent. Ça revient encore à ce que je disais au début, qu'il n'y a pas cet accompagnement pédagogique. Mais parfois, cet accompagnement pédagogique peut être tout simplement un manquement aux responsabilités des personnes qui ont la responsabilité de la gestion de telles informations qui doivent en principe arriver à la population. On voit que votre analyse est très tranchée, El Mamoun. Nous reviendrons dessus juste après une courte page de pub.